Bon, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette soirée, à cette journée d'hommage à Bernard d'Espagnac, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Donc avant de passer la parole à Roger Ballion, je vais dire quelques mots sur mes contacts avec Bernard d'Espagnac. Donc la première fois que j'ai rencontré Bernard d'Espagnac, c'était en octobre 1960. J'étais à l'époque étudiant de deuxième année de DEA, ce qui s'appelle maintenant Master 2, et l'enseignement venait d'être réorganisé par Maurice Lévy, qui est mon futur directeur de thèse. Auparavant, la physique théorique était dominée par l'école de De Broglie, et c'est Maurice Lévy qui a vraiment remis la physique théorique française sur les rails au début des années 60, quand il est rentré des États-Unis. Donc Maurice Lévy avait réussi à rassembler une équipe de jeunes profs à l'époque, ils étaient jeunes, ils avaient 30 ou 40 ans maximum. Il y avait Bernard Jancovici, Philippe Meyer, Louis Michel, Claude Bouchia et d'autres que j'ai oubliés, et surtout Bernard d'Espagnac qui enseignait les particules élémentaires. Donc ça a été mon prof, le prof qui m'a initié à la physique des particules élémentaires. À l'époque, il travaillait avec Jacques Francqui du CERN sur un modèle de symétrie des particules élémentaires, qui est un peu oublié maintenant parce que Gell-Mann a introduit SU3, évidemment tous les modèles précédents sont tombés dans l'oubli. Et puis ensuite, c'était vraiment un excellent prof, c'était un des meilleurs profs de cette deuxième année de DEA. Et puis après, pendant 30 ou 40 ans, j'ai complètement perdu contact avec Bernard d'Espagnac, pour une raison très simple, c'est que j'ai fait 30 ou 40 ans de mécanique quantique, mais dans le cadre de l'école Shut Up and Calculate, ou boucle là et calcul, ou en d'autres termes, Bohr a tout compris et circuler, il n'y a rien à voir. Donc, d'ailleurs, l'origine, la paternité de l'expression Shut Up and Calculate n'est pas très claire et est attribuée de temps en temps à Feynman et de temps en temps à Mermin. Donc si quelqu'un a une idée là-dessus, je serais preneur de l'information. Et pour vous donner une autre anecdote personnelle, dans le milieu des années 60, j'étais visiteur au CERN et mon bureau était juste contigu à celui de John Bell, avec qui je discutais souvent de physique des particules élémentaires, mais jamais de fondement de la mécanique quantique, et je considérais, à vrai dire, qu'il perdait un peu son temps, alors que c'était un excellent physicien des particules, je ne voyais pas pourquoi il perdait son temps sur les fondements de la mécanique quantique. Évidemment, mon avis a changé depuis. Donc j'ai commencé à me rendre compte de l'importance des travaux de Bernard d'Espagnac au début des années 2000, quand je me suis mis à l'écriture d'un livre de mécanique quantique. Et là, effectivement, j'ai relu tous ces livres, Le réel voilé, etc. Et donc là, j'ai vraiment compris l'importance de ces travaux. Et ensuite, je l'ai côtoyé aussi au séminaire de l'Académie des sciences sur les fondements de la mécanique quantique. Et donc la dernière fois, malheureusement, c'était au TRAI en juin 2015. Mais là, c'était, comme Hervé l'a dit, par l'intermédiaire de Skype, parce que sa santé ne lui avait pas permis de se rendre au TRAI. Voilà ce que je voulais dire sur Bernard d'Espagnac. Et je passe la parole à Roger Ballion, qui est physicien au CEA, qui a fait des travaux absolument remarquables en mécanique statistique, et qui a écrit un ouvrage, je ne me rappelle plus le titre, du microscopique au macroscope, qui est un ouvrage de référence sur la mécanique. C'est un ouvrage de référence sur la physique statistique, qu'elle soit d'équilibre ou hors équilibre. Et donc, je crois qu'il nous parle de la théorie de la mesure. Je n'ai pas été un proche de Bernard d'Espagnac, mais malgré tout, j'ai toujours apprécié d'un peu loin, moi j'étais sur le plateau, lui il était en dessous à Orsay, mais j'ai toujours beaucoup apprécié sa pensée, tout ce qu'il a écrit, ses écrits que j'ai beaucoup aimé. J'étais pas proche non plus parce que j'ai fait une ou deux vagues incursions en physique des particules,
loin de ce qu'il faisait. Ce que j'avais l'intention de faire et que je vais faire maintenant, c'est de survoler un travail qui vient d'être achevé, qui a été soumis pour publication il y a seulement 2 jours. Et ceci est dans la ligne des idées de Bernard d'Espagna sur le réel voilé. Ça correspond exactement. Alors ces travaux, bon, alors il y a une petite référence qui est là-haut en italique. Le titre lui-même n'est pas celui-là, le titre c'est le titre de ce que je vais dire aujourd'hui. Mais la référence à archives est au tableau là. C'est un travail qui est, en fait, on a commencé à travailler sur la théorie de la mesure, à partir de modèles, etc., il y a plus de 15 ans. Et il s'est produit, il y a une semaine et demie, un événement tout à fait incompréhensible et mystérieux. Je suis allé dans mon bureau, comme j'y vais assez souvent, pour essayer de le vider en attendant que mes successeurs puissent prendre possession des lieux. Pour l'instant, il n'y en a heureusement pas, donc je peux y aller de temps en temps, et je jette des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de brouillons qui sont dans des caisses, qui sont dans des placards, etc. Et au milieu de ces brouillons, je ne sais pas comment ça se fait, il y avait une lettre de Bernard d'Espagna qui date de 2002 et à qui j'avais envoyé des travaux préliminaires qui correspondent, qui actuellement étaient plus ou moins achevés. Alors je crois que je ne saurais pas mieux faire que de lire des morceaux de cette lettre qui est exprimée comme il le faisait d'habitude, d'une manière tout à fait lucide et tout à fait précise, que j'ai toujours admiré son style. Alors il dit, il faut considérer le symbole représentatif, c'est sa définition du réel voilé, il dit je suis en accord avec ce que vous avez écrit, etc. Il me vous voyez. Je considère le symbole représentatif d'un état quantique non comme étant la description d'un système individuel tel qu'il est par lui-même, à supposer que dans ce contexte ces mots aient un sens qui n'est pas évident, mais bien seulement comme un outil mathématique à validité intersubjective qui, à partir des connaissances actuelles qu'il synthétise, nous permet de faire des prédictions correctes en ce qui concerne nos futures observations. C'est extraordinaire parce qu'il y a toute une série de mots qui sont tous plus importants les uns que les autres et qui correspondent à tout ce qui a été dit ce matin sur sa pensée, qui est dans la ligne de bord, en fait. Et il continue, bon, je ne lis pas tout, j'estime que c'est en comprenant la physique quantique de cette manière que l'on échappe le mieux, ou le moins mal, aux difficultés conceptuelles qu'elle suscite. Bon, alors je suis totalement dans cette ligne de pensée, et c'est dans cette ligne de pensée que je vais vous raconter un petit peu les idées qui sont cachées dans cet article que nous venons de rédiger. Bon, le problème auquel nous attachons, c'est d'essayer de comprendre la mesure quantique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mesure quantique ? Une mesure quantique, c'est un processus d'interaction, parce que c'est matériellement qu'une mesure quantique. Bon, idéal, donc on idéalise vraiment ce qui se passe dans la réalité. On considère un système S qui est dans un certain état à l'instant initial. Pour mesurer une certaine grandeur que j'ai appelée soulignée, j'ai écrit au tableau, on fait interagir cet objet avec un appareil, et au bout d'un certain temps, au temps TF, on observe la valeur qu'on peut lire sur le pointeur de l'appareil, lire, enregistrer, etc., suivant le type d'appareil, et lire cette valeur nous permet d'en déduire des choses sur l'objet, en particulier de dire que cette valeur est associée à une certaine valeur propre de la grandeur physique que l'on essaye de mesurer. Alors le point important, et qu'on postule en général en agitant un peu les mains dans les livres, sans expliquer pourquoi, c'est que si on répète cette mesure, alors d'une part, on peut obtenir plusieurs valeurs de AI, c'est-à-dire de la grandeur que l'on lit sur l'appareil, donc de la grandeur sur l'objet, donc plusieurs valeurs sont possibles, même si l'objet a été préparé de façon absolument aussi précise que possible. D'autre part, il y a une règle, la règle de Born, qui nous permet de calculer à partir de l'état initial de l'objet la fréquence avec laquelle on observera chacune de ces valeurs finales. Et puis, il y a une règle, qui est la règle de von Neumann, qui nous dit que lorsqu'on observe le résultat AI, alors
l'état final a une certaine forme, que j'ai appelée DI, que j'écris, qui s'obtient en multipliant l'état du système avec l'état de l'appareil. L'état de l'appareil, c'est un état qui est caractérisé par la valeur que j'ai lue sur le pointeur. Alors l'appareil, c'est une aiguille, ou là, donc il y a deux états possibles, par exemple. Et puis, l'état de l'objet, lui, n'est plus l'état initial de l'objet tel qu'il était au moment où la mesure a commencé. Il a été perturbé, et la manière dont il a été perturbé, c'est une projection, c'est la projection de von Neumann. Alors, il se pose alors le problème, ce qu'on appelle le problème de la mesure, c'est d'abord expliquer tous ces faits, mais surtout expliquer un fait qui est remarquable. Comment se fait-il que les résultats, qu'on puisse obtenir des résultats différents à partir d'un seul point de départ, et pourquoi chacun des résultats qu'on observe sur les expériences individuelles, pourquoi chacun de ces états sont bien définis. Bon, alors, c'est à ces questions-là qu'on essaye de répondre. Et on essaye de répondre, alors attends, c'est lequel? C'est celui qui va en bas. Ton micro. Non, prends la souris. Prends la souris. Ah, c'est avec la souris, d'accord, avec le clic. Tu cliques là-dessus? On a dit. Bon, alors, il faut expliquer tout cela, et pour expliquer tout cela, notre point de vue est le suivant, c'est qu'on a besoin de considérer l'ensemble système plus appareil comme un objet unique, de regarder la dynamique de cet objet, et cette dynamique, nous acceptons, étant donné que la mécanique quantique a un succès absolument prodigieux, on ne va pas mettre en doute la mécanique quantique, donc on traite de façon quantique l'ensemble système plus appareil, et puis c'est un objet quantique qui a deux parties, et on traite cela dans un cadre quantique ordinaire. Alors, par ordinaire, j'entends le cadre quantique le plus minimaliste possible, en ce sens qu'on n'introduit absolument aucune interprétation. On utilise la mécanique quantique comme de façon voilée, totalement voilée, c'est-à-dire c'est un outil mathématique. Cet outil mathématique a visiblement à voir avec le réel, puisque l'expérience nous montre qu'on peut faire des prédictions avec 16 chiffres significatifs, avec la mécanique quantique, donc on y croit, il n'y a pas d'histoire. Mais on n'essaye pas de lui donner une interprétation, parce que toutes les fois qu'on essaie de lui donner une interprétation, il ne comprend plus rien. Donc, on va utiliser la mécanique quantique, mais la mécanique quantique qu'on va utiliser, c'est sous la forme de la mécanique quantique statistique, pour une raison toute simple, c'est que l'appareil, nécessairement, est un objet qui est macroscopique. Et un appareil macroscopique, on ne peut pas le décrire totalement, on ne peut pas le décrire en détail. D'ailleurs, ça serait absurde et totalement inutile de le décrire en détail. Savoir qu'il y a une aiguille, si elle est là ou là, c'est très bien, ça suffit. Savoir que cette aiguille contient 10 puissance 23 particules et savoir comment sont ces particules, ça serait totalement idiot et ça ne nous apprendrait absolument rien. Donc, on va traiter l'appareil macroscopique et le système avec lequel il est couplé comme un objet unique, donc un objet macroscopique, donc utiliser la mécanique statistique quantique. Alors je vais rappeler un petit peu de quoi il s'agit pour bien montrer sous quelle forme on utilise la mécanique quantique. On a une description formelle, sans interprétation, c'est une image mathématique du réel qui est voilée. Alors il y a deux objets fondamentaux en mécanique quantique. Le premier type d'objets fondamentaux sont les grandeurs physiques. Alors les grandeurs physiques, c'est des drôles de choses, les grandeurs physiques en mécanique quantique. On les appelle observables. Le mot d'observable est bizarre, mais enfin, bon, c'est des objets. C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation et un point d'exclamation après, parce que ça ressemble à des variables aléatoires. Une variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? Une variable aléatoire, c'est une variable qui peut prendre différentes grandeurs. Bon, si je prends une grandeur physique qui est la position de ce verre, bon, ben, ça peut occuper cette position ou celle-là, etc. Donc c'est une variable aléatoire parce que je ne sais pas encore très bien où ce verre se trouve. Mais en mécanique quantique, c'est bien pire parce que cette variable aléatoire, elle est représentée non pas comme une variable, comme un nombre, mais elle est représentée comme un objet mathématique. Et les objets mathématiques par lesquels il est représenté sont des objets étranges parce que leur produit dépend de l'ordre dans lequel on les place. Le produit d'une position par une vitesse, ce que j'ai écrit là, n'est pas égal au produit de la vitesse par une position. Je
prends une particule, je peux imaginer, il y a une grandeur physique qui s'appelle la vitesse, la grandeur physique qui s'appelle position. Si je fais le produit de ces choses-là, c'est que ça dépend de l'ordre dans lequel ça se place. Donc, essayer d'interpréter ça, c'est idiot. Donc, on ne peut pas interpréter, donc on se place en disant « je n'interprète pas ». Deuxième objet fondamental de la mécanique statistique quantique, c'est l'état, la notion d'état. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état? Un état, c'est une correspondance formelle, qui reste formelle, entre chaque grandeur physique, qui est aléatoire, c'est-à-dire aléatoire dans le sens où nous ne savons pas ce que c'est. C'est une correspondance entre cette grandeur physique et un nombre, cette fois-ci. Et ce nombre, c'est quelque chose qui ressemble à une espérance, qui ressemble à une valeur moyenne. Dans les livres, on l'appelle valeur moyenne, ce qui est source de confusion. On sait le calculer, on sait représenter l'état par un certain opérateur D, et on sait qu'on prend le produit de la trace D par l'observable, on en prend la trace pour une opération mathématique, peu importe, on en déduit un nombre, et ce nombre, d'habitude, ressemble à une espérance mathématique, ressemble à une valeur moyenne, et comme je l'ai dit tout ce matin, je propose d'essayer de, si les gens qui écrivent des livres de mécanique quantique me suivaient, ils devraient remplacer le mot de valeur moyenne par Q moyenne ou Q espérance, et puis ils ne devraient pas utiliser de mot de probabilité en mécanique quantique, ils devraient utiliser le mot de Q probabilité. Et puis surtout, ils ne devraient pas utiliser le mot de corrélation. Qu'est-ce qu'une corrélation? Une corrélation, c'est la Q espérance d'un produit de deux objets. La corrélation entre une grandeur et une autre grandeur, on fait le produit, puis on regarde la Q espérance, ça c'est la corrélation. Bon, on devrait l'appeler Q corrélation, et ça nous permettrait d'éviter des paradoxes. Par exemple, ces Q corrélations violent les inégalités de Bell, qui ont été discutées ce matin. Ces Q corrélations ont même des propriétés, ont même une propriété extravagante. Elles violent le sens commun, puisque si je prends deux grandeurs physiques AB, que je les mesure simultanément, je mesure leur produit. Ces grandeurs, imaginons qu'elles prennent toutes des valeurs plus 1 ou moins 1. Alors je mesure le produit AB. Le produit AB, je trouve qu'il vaut 1, toujours, ce qui signifie que j'ai soit A égale moins 1, B égale moins 1, soit A égale plus 1, B égale plus 1. Je fais la même chose entre B et C. Bon, alors je trouve le produit BC égale 1, donc j'ai une Q corrélation parfaite entre B et C qui me dit que B égale C. J'ai envie de dire que A égale C. Ben, c'est pas vrai, en mécanique quantique, A égale A moins C. Donc, le sens commun, la logique commune est violée par les Q-corrélations. C'est pour ça que je pense que ce mot de Q-corrélation permettrait de rédiger des papiers qui ne prêtent pas à confusion. Là encore, pas d'interprétation pour ces Q-corrélations. Bon, alors pour relier ça au réel, il faut commencer quand même à mettre une interprétation pour certaines choses. Alors il y a un cas où on peut mettre une interprétation. Si je prends une Q espérance d'une grandeur physique et que la Q variance soit négligeable, c'est-à-dire il y a des fluctuations, la Q fluctuation est négligeable, alors à ce moment-là, je l'identifie à une vraie valeur physique du système dans l'état considéré. Le point essentiel sur lequel je vais me baser pour l'analyse de la suite, c'est qu'un état ne décrit pas un système individuel. La mécanique quantique ne s'occupe pas de système individuel, mais s'occupe de faire des prévisions sur un ensemble de systèmes, tous identiquement préparés, et donc on peut parler d'ensemble. Et puis une fois qu'on parle d'ensemble, on peut parler aussi de sous-ensemble, quand on a toute une série d'expériences successives. On peut prendre des paquets de ces expériences, on peut en extraire des morceaux, donc on a des ensembles et des sous-ensembles. Donc la mécanique quantique, on admet qu'on n'essaye pas de l'utiliser pour décrire des objets individuels, donc c'est toujours voilé, et
on décrit un ensemble, on décrit des propriétés d'un ensemble. Et bon, ceci, on le raccrochera au réel plus tard, et c'est l'expérience de mesure qui va nous permettre de raccrocher ça au réel. Dernier postulat mathématique de la mécanique quantique, c'est la dynamique qui est donnée par une certaine équation. Cette équation décrit des systèmes isolés, décrit la dynamique d'un système isolé. Alors, système isolé, pour nous, ça sera le système physique, plus l'appareil, plus éventuellement l'environnement. Bien. Alors, une fois que tous ces préliminaires sont posés, après, On passe à de la technique. et je vais sauter à pieds joints par-dessus la technique. La technique consiste simplement à dire, je pars d'abord pour mettre la technique au point, il faut quand même savoir quelles sont les équations qui régissent un système plus un appareil. Qu'est-ce qu'on appelle appareil? Un appareil, c'est quelque chose qui va avoir des propriétés particulières. Et le couplage entre le système et l'appareil va avoir des propriétés particulières qui vont faire que l'expérience en question va pouvoir être décrite comme étant une mesure. Sinon, ce n'est pas une mesure idéale dans le cadre dans lequel on va se placer. Donc la première chose à faire, c'est de regarder quelles sont les propriétés particulières de la partie de système, du gros système qu'on appelle appareil, et quelles sont les propriétés particulières de l'interaction entre l'objet et l'appareil qui vont être utilisées. Donc une fois qu'on a précisé ça, on fait tourner la manivelle quantique, la mécanique statistique quantique, toutes les techniques imaginables, etc. On étudie la dynamique d'un ensemble de mesures qui sont toutes issues d'un même état initial. Cet état initial s'obtient en multipliant l'état petit r à l'instant initial de l'objet. On multiplie par l'état de l'appareil, qui est un grand R rond, là. Donc ça, c'est l'état initial de l'ensemble système-objet. On le laisse évoluer. Il se trouve que, quand on regarde de quoi il s'agit, cette évolution n'est rien d'autre qu'une relaxation vers un état d'équilibre thermodynamique. Donc la mesure elle-même, le processus de mesure, est une relaxation vers un équilibre thermodynamique. Et le résultat, bon, je l'ai écrit, c'est l'état final s'obtient comme une superposition incohérente avec des poids PI d'états qui décrivent qui se factorisent en quelque chose qui se réfère à l'appareil, quelque chose qui se réfère à l'objet, et qui commence à ressembler avec ce qu'on voudrait démontrer, ce qu'on a fixé au départ. On avait dit une mesure, c'est quelque chose qui... qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, une mesure indique, ça doit te donner tel résultat à la fin. Ça commence à ressembler au résultat qu'on peut obtenir à la fin. Bon. Alors ensuite, on fait quelque chose de supplémentaire. On se dit, on sait calculer par la mécanique quantique l'évolution non seulement d'un ensemble, d'un grand nombre de mesures, mais on sait aussi calculer par la mécanique quantique, avec les postulats formels qu'on avait avant, la dynamique de tout sous-ensemble constitué à partir de celui-là. Et il se trouve que la dynamique de ce sous-ensemble est constituée des mêmes blocs que j'ai appelés DI, là, les DI soulignés tout à la fin, que ceux qui apparaissent dans l'ensemble final. Bon, ça prend cette forme-là. Alors, nous avons donc finalement des résultats formels, deux résultats formels, l'un qui concerne la forme générale de l'état final pour un ensemble d'un très grand nombre de mesures, et puis un autre résultat qui est l'état final de un tout sous-ensemble qui a une forme qui ressemble à la forme finale. Bon, alors ces résultats, je souligne que ces résultats sont encore jusqu'à présent complètement formels. Ils sont voilés, ils ne concernent pas les mesures individuelles, ils concernent uniquement un ensemble, un grand ensemble et tous ces sous-ensembles. Et j'ai besoin, pour aller plus loin, d'introduire une interprétation, d'introduire donc un postulat interprétatif. Jusqu'à présent, il n'y a aucune interprétation. Alors je vais introduire ce postulat interprétatif d'une manière très prudente. Et alors c'est un peu technique, mais j'ai précisé au départ que les observables, ce qui était caractéristique de la mécanique quantique,
c'est que les observables, c'est-à-dire les grandeurs physiques, étaient des objets mathématiques qui ne commutaient pas les uns avec les autres. D'ailleurs, leur produit dépendait de l'ordre dans lequel ils se placent. Or, il se trouve que quand je prends la variable, l'observable, qui décrit la position du pointeur, qui est macroscopique, un peu, la position de l'aiguille, cet observable a une propriété tout à fait particulière, c'est que dans l'état final, aussi bien de l'ensemble que de tous les sous-ensembles, tout se passe comme si elle commutait avec toutes les variables du système. Si elle commute avec toutes les variables du système, ça signifie qu'elle a un comportement, entre guillemets, classique, puisque la mécanique classique, la mécanique statistique classique ne diffère de la mécanique statistique quantique que par le fait que les observables ne commutent pas. C'est la seule différence. Donc on est amené à postuler, c'est un postulat interprétatif, une interprétation, en disant si une observable macroscopique a un comportement commutatif dans un certain état, dans l'état qui décrit un ensemble de systèmes et aussi dans les états qui décrivent tous les sous-systèmes considérés, alors les Q-probabilités formelles qui sont associées à cet observable vont s'interpréter comme des probabilités ordinaires, c'est-à-dire à des fréquences. Une probabilité ordinaire, quand on fait un grand nombre de mesures, on l'identifie à une fréquence relative. Donc avec ce postulat interprétatif, on est amené à admettre, mais c'est peu de choses, on n'admet rien du point de vue interprétation pour l'instant sur le système qu'on est en train de décrire, le système microscopique. La seule chose qu'on admet, c'est que le système macroscopique ayant cette propriété de pseudo-commutation, de quasi-commutation, alors nos concepts s'y appliquent. Ce qui signifie d'une certaine façon que nos concepts microscopiques appliqués à l'appareil, tout au moins en ce qui concerne la variable de l'appareil que l'on peut regarder, il y a une émergence de concepts macroscopiques, il y a une émergence du concept de probabilité, une émergence du concept de fréquence et une émergence du concept, puisque la fréquence concerne des événements individuels, une émergence de choses que l'on peut dire sur les événements individuels. Donc, en arrivant là, nous avons sauté aux événements individuels, et à ce moment-là, je ne rentre pas dans le résultat, mais toutes les propriétés désirées des mesures quantiques idéales qui ont été définies au début, elles découlent de ce postulat interprétatif macroscopique et aussi de la forme de l'état final de l'appareil plus l'objet, telle qu'elle résulte de l'évolution gouvernée par les équations de la dynamique de la mécanique statistique quantique. Donc, de la théorie microscopique, on est parti d'une théorie microscopique qui était aveugle, et de cette théorie microscopique aveugle a émergé une explication de faits macroscopiques qui concerne l'appareil, et on a eu un changement d'échelle, et c'est ce changement d'échelle qui a fait émerger des nouveaux concepts, qui a fait émerger à partir de concepts purement mathématiques sans interprétation, des concepts de probabilité ordinaire, des concepts qui eux, ont une interprétation. C'est un petit peu comme ce qui se passe en mécanique statistique habituellement. En mécanique statistique habituellement, on parle de phénomènes microscopiques, d'un phénomène microscopique qui est la réversibilité des équations. Les équations microscopiques sont réversibles. On passe à un objet macroscopique et pour toute application pratique possible, si on n'attend pas 10 puissance 10 fois le temps de vie de l'univers, on ne reviendra pas à l'état initial, donc il y aura irréversibilité. Donc, de même que le phénomène d'irréversibilité émerge du phénomène de réversibilité pour des questions de changement d'échelle, alors ici, on a un phénomène, quelque chose de plus élaboré, c'est que c'est des concepts physiques classiques qui émergent de formalisme sans interprétation. Bien, alors,
Bon, alors, j'ai parlé uniquement d'interprétation sur l'appareil. Maintenant, à partir de l'interprétation sur l'appareil, étant donné que l'appareil a des propriétés, il y a une correspondance entre la valeur AI de l'appareil et la valeur SI de l'objet, on peut déduire de ce qu'on observe de l'appareil des propriétés qui conservent l'objet, de sorte que la mesure nous ouvre une fenêtre sur l'état initial microscopique. Il se trouve qu'on peut démontrer la règle de Born, alors que la règle de Born ne concerne que l'objet microscopique lui-même. On peut démontrer cette règle à partir du fait que la probabilité que l'on a vue émerger est une probabilité qui ne concernait que l'appareil. Donc à partir de l'appareil et à partir du formalisme quantique, à partir de la dynamique, on en déduit cette règle qui concerne l'objet lui-même. Dans les livres, on postule cette règle de Born comme une interprétation au niveau microscopique. Ici, il n'y a pas besoin d'interpréter le niveau microscopique, on n'interprète pas. Donc, on reste là. Et en particulier, la probabilité reste une Q-probabilité formelle. Et si je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience GHZ, sur A égale B, B égale C, mais A n'est pas égal à C, les propriétés que nous mesurons de l'appareil sont de l'objet préparé à l'avance sont faites par des expériences répétées, mais elles sont faites avec des appareils différents pour mesurer ça, pour mesurer ça et pour mesurer ça. Donc on a des mesures différentes, et comme les propriétés que le dévoilement qui se produit, c'est des propriétés qui concernent non seulement l'appareil, mais qui concernent non seulement l'objet, mais l'objet en présence d'un appareil, automatiquement mettre des résultats qui, eux, sont devenus concevables à notre échelle pour des appareils, on ne peut pas les extrapoler et mettre ensemble des choses qui concernent des appareils différents. Alors, j'ai mis à la fin une phrase de Heisenberg qui dit: si vous voulez savoir vraiment ce que signifie la position d'un électron, il faut spécifier des expériences bien définies par lesquelles on peut mesurer la position de cet électron. Autrement, ce terme de position n'a pas aucun sens. Bien, alors je voudrais conclure en sortant complètement de ce domaine, donc c'est tout à fait autre chose, en vous lisant la fin de la lettre d'Espagna, dont j'ai lu un petit bout tout à l'heure. Bon, cette lettre, on peut la projeter là. Bon, je vais en lire des petits bouts. Je lui avais envoyé à l'époque, apparemment, c'était en 2002, c'était bien avant la création du collège de philosophie, je lui avais envoyé 2 articles. Un article préliminaire qui était dans la ligne de ce que je viens de vous raconter, mais qui était très comme ça. Mais je lui avais envoyé aussi un autre article qui était un article qui s'appelait « Pour une revalorisation de la science » et qui était une conférence que j'avais donnée à Lille. Et cet article, je l'avais envoyé en disant « ça peut l'intéresser ». Et il répond en disant « quant à cet article, je souscris entièrement et dans le détail à son contenu. S'il s'agissait d'un manifeste, je le signerais dès demain. J'adhère sans réserve à l'idée que la science est une part intégrante de la culture et devrait être reconnue comme telle. Je dirais même que mon propre effort vise en partie cet objectif. » Bon, je vais peut-être continuer. C'est un peu long, mais car je pense que ce qui fait obstacle, bon, je lis plus, car je pense que ce qui fait obstacle à cette reconnaissance est la croyance, hélas largement répandue chez les littéraires, entre guillemets, que les sciences dures ne traitent que de la plomberie de l'univers, entre guillemets, des choses certes immensément compliquées dans le détail, mais conceptuellement simples, banales et donc inintéressantes. Des choses, par conséquent, qui ne sont pas dignes d'occuper ces esprits subtils, et encore moins les esprits réellement philosophiquement profonds. Sous leur apparente humilité, moi je ne comprends rien aux équations, se cache en fait cet orgueil, et toute la faune du showbiz se donne bonne conscience en s'identifiant sur ce point à ces littéraires ces littéraires entre guillemets, en principe haute volée. Alors il dit, la physique, mais d'autres disciplines aussi, nous oblige à radicalement renouveler notre approche des grands problèmes philosophiques, et que la difficulté conceptuelle des questions qu'elle soulève nous force à complexifier nos opinions
et nos manières de comprendre notre insertion dans le monde. J'ai trouvé ce texte absolument admirable, c'est écrit avec une lucidité parfaite. Je crois que ça complète beaucoup ce qui a été dit ce matin, mais avec son propre langage, donc j'ai pris la peine de prendre le temps de lire un peu ce qu'il vous avait écrit là. Voilà.